Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifestyle, le podcast qui vous parle de l'actualité de l'âge des Empires 4. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 novembre 2019 et c'est l'épisode 166 de Lifestyle. Vous pouvez écouter le podcast soit sur YouTube en regardant la chaîne YouTube à l'adresse youtube.lifestyle.fr ou bien nous écoutant en audio grâce au flux du podcast. Vous tapez podcast.lifestyle.fr ou bien tout simplement en allant sur le site de Lifestyle où vous retrouvez et les vidéos et les versions audio. Donc là, c'est lifestyle.fr tout simplement. Pour interagir avec nous, bien sûr, vous avez la possibilité d'utiliser Twitter. Vous nous écrivez à @lifestylepodcast. Là, on a toute l'équipe qui peut vous répondre. Et puis sinon, si vous voulez échanger plus, on va dire dans un comité un peu plus restreint, vous nous contactez via le Slack. Donc pour ça, vous nous envoyez un petit mail à contact@lifestyle.fr. Vous demandez à intégrer le Slack et généralement Cassim ou Flobo vous font intégrer le Slack dans l'heure ou les 2 heures qui suivent. Voilà, merci à eux pour assurer le suivi. Allez, d'ailleurs, il est temps que je présente mon camarade qui est là aujourd'hui pour co-présenter avec moi l'épisode, c'est Flobo. Salut Flobo. Salut. Bon bah il y a du monde aujourd'hui, hein, grande équipe. C'est ça. Malgré la belle actualité Xbox d'hier, nous n'avons pas tout le monde. Bon, il y a des obligations personnelles, on n'a pas pu enregistrer hier soir. Ça tombait bien, il y avait un événement Xbox. Bon, notre Cassim qui a suivi l'événement n'est pas libre ce soir, mais je pense qu'on reparlera de cet événement avec lui, donc n'ayez crainte. Allez, Florian, si tu es d'accord avec moi, je te propose d'attaquer et puis Ouais. Allez, news et rumeurs ? Allons-y. Pour commencer, tout simplement, aujourd'hui, pas mal d'informations qui peuvent nous intéresser au niveau notamment de Windows. Alors, Florian, il y a la dernière mise à jour officielle de Windows qui est arrivée, c'est la version 19.09. Ah oui, c'est la mise à jour de novembre, c'est ça? Qui est donc c'est ça. 19.09. Donc septembre 2019, mise à jour de novembre. Voilà. C'est ça. Non, bon. Après, il faut bien comprendre que Microsoft, au moment où ils ont fini la mise à jour, ils commencent les tests, ils finalisent le numéro de version. Donc c'est pour ça que c'est 19.09. Et ensuite, ils choisissent le nom officiel pour le grand public de la mise à jour au moment où ils la déploient. C'est pour ça qu'il y a toujours un décalage entre le numéro de version et le nom de la mise à jour. C'est pas juste qu'ils se plantent, voilà. Non, ça me fait toujours un peu rire parce que mais bon, après, pour la plupart des gens, je pense que la plupart des gens se rendent même pas compte que ça s'appelle 19.09, donc c'est pas un grand problème. Non, mais ça nous évite d'avoir des noms tordus. Là, 19.09, nous, ça nous permet finalement de savoir que c'est la version qui est sortie en 2019, qui a été finalisée au mois de septembre et qui a été libérée 1 ou 2 mois après, voire 3 mois après, comme il y avait eu l'an dernier. Il y avait des une gros version soucis qui avait eu des oui. soucis. Ouais, pour la 18.09. Voilà. Alors, juste, si vous n'êtes pas encore en 19.09, d'ailleurs, si vous voulez savoir en quelle version vous êtes, Florian, est-ce que tu as une solution rapide pour nos auditeurs pour connaître leur version de Windows ? Oui, il y en a plein. Il y a plein de versions. Soit il faut aller dans l'application, on va faire le plus simple, même si moi je ne trouve pas le plus simple, mais ça doit être le plus simple pour la plupart des gens. Le plus simple, c'est d'aller dans l'application paramètres, aller dans mise à jour et sécurité, et cliquer sur, je ne sais même plus en fait. Alors moi j'irais dans système plutôt. Pardon. Vous allez dans les paramètres, vous allez dans système, et tout en bas il y a marqué information système. Et donc là, vous pouvez voir votre version de Windows qui est utilisée. Oui, alors, moi, je suis en 19.09. On voit que c'est pas la méthode que j'utilise le plus souvent, hein, malheureusement. Non. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi ? Bah moi, j'ouvre le menu démarrer, je tape WinVer, WINVER, et là, ça vous ouvre un petit pop-up qui dit sur quelle version vous êtes. D'accord. Moi, par exemple, il me dit que je suis sur en 19.03, sur la bulle 19.023.1. Alors, c'est bizarre qu'ils considèrent ça 18.9.03, mais bon, c'est parce que les numéros de version sont un peu compliqués en ce moment. Cette nouvelle version 19.09, c'est pas une version complète comme il faisait d'habitude. C'est plus un gros service pack qui s'ajoutait sur la 19.03 et qui vient ajouter des corrections plus mineures que d'habitude. Voilà. Tout à fait. Après, écoute, vous pouvez aussi lancer un terminal et taper ver dedans.
D'accord. Bon, je pense que la version WinVer est quand même vachement pratique. Je connaissais pas l'astuce, mais tu vois, je pense que ça apparaîtra là pour ceux qui regardent la vidéo. Vous aurez le petit bandeau avec le code à taper. Enfin, WinVer, c'est pas très difficile à s'en souvenir. Ça marche depuis Windows NT 3 en 1991. Donc voilà, retour sur la M-Story. Merci Florian de faire le lien. La M-Story à retrouver sur la chaîne YouTube uniquement. Enfin, et le site, bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Pas grand-chose, tu l'as dit, dans cette version de 19.09 de Windows 10. Beaucoup de correctifs, beaucoup d'améliorations, de stabilisation. C'est vrai que je trouve le système plus fluide, à la limite plus fluide, plus agréable à utiliser. Par contre, on a retenu 3 petites informations, 3 petites mises à jour qui apparaissent. Est-ce que tu peux me présenter la première, s'il te plaît, Florian? Alors oui, tout d'abord, il y a une petite amélioration du fonctionnement du calendrier. Lorsqu'on clique sur l'heure dans la barre des tâches, ça ouvre un petit flyover, un petit pop-up qui met le calendrier et qui met les événements de la journée. Mais maintenant, il y a une petite case ici dans laquelle on peut ajouter directement un événement dans le calendrier sans avoir à passer par l'application calendrier. Donc bon, c'est un tout petit truc pour rendre le fonctionnement de l'application un peu plus simple. Alors, c'est très pratique parce que dès que vous commencez à taper dedans, vous avez la possibilité de choisir dans quel calendrier vous envoyez l'information, l'heure de début, l'heure de fin, l'emplacement, enfin, comme quand vous ajoutez un événement de manière classique dans le calendrier, dans l'application calendrier, mais là, ça se fait directement dans le pop-up qui arrive avec l'heure. Moi, je trouve ça assez sympa. J'utilise pas, je fais jamais comme ça, donc j'ai pas vu. Moi, quand je veux le faire, en fait, j'appuie sur la touche Windows et je dis directement à Cortana, je le tape, ajoute machin à telle heure et puis il le fait tout seul, tu vois. D'accord. Moi, je fais toujours comme ça. Je fonctionne beaucoup avec Cortana au clavier. Ok. Tu es un des rares encore à utiliser Cortana, je pense. Oui. Bon. Alors, une autre chose qu'on a, c'est que dans l'application paramètres, vous avez certains réglages qui vont pouvoir être visualisables directement dans les paramètres. Donc, vous allez pouvoir configurer l'organisation de vos fenêtres et l'application paramètres va vous afficher l'organisation que vous allez avoir à l'écran. Donc, ça vous permet d'anticiper ce que vous allez avoir. Alors, je ne sais pas réellement si c'est nous qui choisissons dans des possibilités Windows Off ou si c'est selon nos choix, Windows va s'adapter. Mais n'empêche, on sait à quoi s'attendre grâce à cette petite amélioration. Bon, voilà, c'est quand même pas non plus grandiose. Et puis une dernière chose, Florian, liée au stylet. Oui, alors ça a été ajouté vraiment au dernier moment, parce que c'était même pas dans les Build Insider pendant assez longtemps. Mais je me suis rendu compte que lorsqu'on arrive avec son stylet Surface sur le menu d'interaction tactile, je sais plus comment il s'appelle en français. Bah, c'était le menu Ink, mais. Le menu Ink, voilà. Bon, moi, c'est en anglais, ça. Oui, mais je sais bien, mais je ne sais pas quel était le nom français. Oui, bon, j'avoue. Voilà. Avant, on avait un petit pop-up qui s'ouvrait de la même façon que le calendrier, mais ça a été remplacé maintenant par des boutons qui permettent de choisir directement sur quelle application on veut aller. Alors, dans les choix par défaut, on a le tableau blanc, whiteboard, ouvrir la capture en plein écran, faire un screenshot sur lequel on pourra dessiner, ou aller paramétrer le stylet dans les options du PC, dans le menu paramètres. Alors, je ne sais pas par contre si c'est paramétrisable ce truc-là. Est-ce qu'on peut choisir ses propres applications? Paramétrable. Alors, moi, j'ai regardé rapidement. Je n'ai pas vu de paramétrage qu'on pourrait faire, style rajouter une tuile ou modifier une tuile. Et c'est un petit peu dommage parce qu'avant, c'était intéressant ce qui était proposé, mais moi, je me disais, le seul truc que j'irais chercher par là, c'était les sticky notes. On pouvait faire des post-it comme ça. Ouais, mais maintenant, c'est plus accessible. Voilà, ça a disparu. Il faudra chercher, mais il faudra chercher. Bon, après, tu lances Sticky Note, voilà, appuie sur le bouton Windows, tu tapes STI, Oui. et puis voilà, il te lance les Sticky Notes, c'est pas méchant. Mais bon, voilà, donc c'était les 3 petites améliorations qu'on retient de Windows 19.09 au niveau des ajouts de fonctionnalités. On dit bien des ajouts de fonctionnalités, après beaucoup de correctifs, d'amélioration, de stabilisation. Voilà. Si quand même, petite question, moi je me disais par rapport aux questions qu'on a eues sur Twitter, mais aussi à ce qu'on peut imaginer, s'il n'y a pas d'amélioration de fonctionnalité, est-ce qu'on se sent tenu d'installer cette nouvelle mise à jour, Florian, et est-ce qu'il faut l'installer ou pas? De toute façon, elle fonctionne comme une mise à jour de sécurité comme on a tous les mois. Donc c'est pas une nouvelle version de Windows, c'est une mise à jour comme on a une mise à jour tous les mois, comme un service pack à l'époque, on va dire. Donc ça va pas me réinstaller une nouvelle version de Windows comme une mise à jour de Windows comme on avait d'habitude. Donc il n'y a aucun risque. Pour moi, je veux dire, on reste sur la même version. C'est juste un gros service pack. Donc oui, on n'aura pas de problème de
de stabilité ou de compatibilité avec le matériel comme on a eu plusieurs fois avec les versions précédentes. D'accord. Ok. Donc tu es quand même très rassurant pour nos camarades qui n'ont pas encore fait Je pense que c'est la raison pour laquelle Microsoft est passé à ce système. Hein. Ils ont beaucoup de mal à gérer les 2 grosses mises à jour par an. On a bien vu qu'il y a eu beaucoup de ratés au fil des années précédentes. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on va passer sur une majeure, une mineure. Ben, tout à fait. C'est bien ce qui a été. Enfin, c'est Cassim qui en parlait dans certains de ses articles sur Frandroid, où Microsoft a limite annoncé qu'ils allaient faire une grosse mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités en début d'année, peut-être vers mars-avril, à peu près cette période-là. Et la mise à jour de fin d'année serait finalement la mise à jour Service Pack qui vient corriger tous les petits bugs qu'il pourrait y avoir qui n'ont pas été corrigés avec les mises à jour intermédiaires. Oui. Voilà. Alors, on parle de mise à jour, on parle de service pack. Les gens qui, comme nous, ne veulent pas forcément attendre le dernier moment pour avoir la mise à jour dans le canal officiel général. Avant, il y avait 4 cercles de mise à jour possibles d'insider, Florian. Et qu'est-ce qui t'arrive, toi, t'es soucieux? On m'a viré du ring skip, je suis très triste, je suis déçu. Je m'en remets pas. En gros, Voilà. il y avait 4 rings, donc il y avait le Insider, je trouve plus le plus bas, Release Preview. Release Preview, ça c'est juste moi. avoir les mises à jour un petit peu en avance, quelques jours, semaines avant les sorties officielles. Ouais. Le Ring Slow qui était de la prochaine version de Windows, mais bon, quand même une version stabilisée. On avait peut-être par exemple une bulle tous les 1 mois ou tous les 2 mois. On n'a pas non plus des versions vraiment de test. Ça restait assez stable. On a la version fast, donc qui était vraiment normalement la version qu'ils étaient en train de compiler à chaque fois chez eux. Lorsqu'elle était assez stable, il a balancé aux insiders. Donc normalement, ça devait être la version la plus bêta possible. Mais ils avaient ajouté au-delà de ça la version Skip. Et Skip, c'était carrément pour aller sur la version suivante de Windows qu'ils avaient déjà commencé à développer. Donc là, on partait loin. Et ils ont décidé, donc là, il y a 2 semaines, de supprimer le ring skip. Donc les gens qui étaient sur skip retombent en fast et maintenant, il n'y a plus de skip. Et je pense que c'est assez logique puisqu'on est passé du fonctionnement de 2 grosses mises à jour de Windows par an à une seule et une mineure. Peut-être que c'est pas vraiment possible d'aller sur la version dans 2 ans puisqu'elle n'est pas encore existante. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est assez logique quand on voit, vu le changement de fonctionnement au niveau des versions, c'est logique qu'il n'y ait plus de skip parce qu'à mon avis, c'est pas possible. Elle n'existe pas encore, celle après la 21, je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, celle de dans 1 an et demi. Oui, ça serait trop loin dans le temps. Oui. Oui, bien sûr. Ok. Ça marche, merci beaucoup. Florian, il me semble que tu as rajouté une petite information, moi que je n'avais pas relevée. WinUI 3.0. C'est pas directement lié à la c'est nouvelle version de Windows, mais c'est une mise à jour c'est une news Windows, donc je l'ai ajouté dedans. Donc Microsoft depuis quelques années est en train de développer WinUI, donc c'est un peu la base de l'UI Windows moderne avec Fluent Design, tout ce qui va avec. Et ils sont en train de plus en plus de séparer ça et UWP de Windows. C'est-à-dire qu'avant, il fallait toujours, pour avoir accès aux dernières fonctionnalités de Fluent Design, aux dernières fonctionnalités de WP, il fallait toujours avoir la dernière version de Windows. Ils se sont rendus compte que c'était assez embêtant parce que ça faisait que sur le store, par exemple, on avait des applications qui étaient compatibles qu'avec la dernière version. Si quelqu'un était sur un Windows 10 d'il y a 6 mois, 1 an, il y avait une version plus ancienne de l'app, mais pas la dernière version qui avait les fonctionnalités les plus récentes. Et donc, ils ont décidé de sortir un peu ça de Windows et de faire une sorte de framework d'application qui fonctionne vraiment de façon séparée de l'OS. C'est-à-dire qu'ils pourront mettre à jour le framework sans avoir à mettre à jour Windows. Et donc, des gens qui sont sur la version précédente de Windows 10, voire même sur Windows 8 ou Windows 7, pourraient utiliser une partie des fonctionnalités nouvelles qui arrivent sans avoir à mettre à jour leur PC. Et donc, ça permettrait vraiment de toucher, de simplifier les choses pour les développeurs de façon massive. Je ne sais pas si j'ai été clair dans le fonctionnement. Si, très bien. C'est un peu l'idée qui était à l'origine, quand ils avaient créé .NET il y a 15 ans, c'était un petit peu la même idée. Ils voulaient faire, par exemple, ceux qui seraient sous... Non, mais là, je ne vais pas refaire l'épisode de WinStory dans 1 mois, donc on ne va pas non plus partir trop loin. C'était un peu la même idée d'avoir au-dessus une façon d'avoir un système au-dessus de Windows pour faire les applications qui serait un petit peu plus indépendant du système, mais si on a la dernière version, il y aura quand même des avantages, mais qui ne sont pas obligés d'être la dernière version. D'accord. Ok, donc ça déconnecte évidemment, un petit peu tout ça. Également, pour finir, ils étendent ça de plus en plus au web, c'est-à-dire que les applications web, par exemple les
des applications en WebAssembly pour réutiliser le framework WinUI pour avoir des composants qui sont un peu la même UI que Windows, par exemple. Donc, ils permettent aux gens qui font des applications web d'utiliser les mêmes composants UI, d'avoir des choses qui ressemblent au Fluent Design et tout ça. D'accord. Ok, merci beaucoup, Florian. Ce qui veut dire que notre ami Christophe, avec ses applications donc en Visual Basic d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, pourra appeler donc les fonctionnalités tout récentes et nous faire des belles applications, donc ceux de la soft en Fluent Design. D'accord. Ok, on lui soufflera ça un peu. Tu lui souffleras ça. Bon, allez, on continue. Cette fois-ci, on laisse de côté la partie Windows. On va parler un petit peu plus de Microsoft en général. Et on va commencer avec une information que vous avez peut-être pu lire dans les journaux ou dans la presse numérique. C'est Microsoft qui a présenté d'ailleurs pendant les journées MS Ignite une manière de stocker les données assez révolutionnaire, enfin, en tout cas novatrice. C'est que Microsoft a stocké un premier film de manière intégrale, alors en plutôt belle qualité, parce que je crois qu'il y avait 76 gigas de données, quelque chose comme ça, dans du verre. Donc ils ont réussi à graver dans du verre. Alors graver, je pense que c'est entre guillemets qu'il faut le dire. Je sais pas. C'est avec j'avais lu l'article, c'était avec du laser. Je crois que des lasers, ils gravaient un peu. Ouais, mais ça reste quand même vachement particulier, parce que tu dois pouvoir modifier ensuite ton verre. Pourquoi le modifier? Non, c'est du cold storage. Pour moi, une fois que c'est écrit, je peux plus le changer. D'accord, moi j'avais cru, enfin, ouais, tu as besoin après d'une interface qui va te modifier, mais ça va consommer quand même pas mal de silicium, ça, tout ça. Tu pourras le lire à nouveau, silice, mais tu pourras le modifier? J'avais pas compris ça, moi. J'avais cru comprendre, mais j'étais pas sûr, justement. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une matière, bon, c'est du verre, c'est de la silice, vous prenez du sable, vous le faites fondre comme il faut, ça vous donne à peu près votre matériau de base, donc c'est quand même quelque chose d'assez basique, et qui est, comme tu disais, du stockage de longue durée, et qui demande aucune énergie pour être conservé. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Et je me demande si ça consomme pas beaucoup d'énergie pour réussir à le lire à nouveau. Je ne suis pas sûr. Hein. Bah, tu sais, quand tu lis un CD ou un DVD, tu as un rayon qui va lire et qui va être réfléchi par la surface. Bon, ça m'a l'air plus compliqué que ça, sur l'idée. Bah, écoute, de la manière dont ils en parlent, ils disent qu'il y aura toujours un système qui permet de lire ce qui a été mis là-dedans pour ensuite le lire sur n'importe quel support. Donc, moi, je suis relativement confiant. Et a priori, les gens qui ont réagi à ça avaient l'air de trouver ça plutôt d'être vraiment quelque chose de positif. Alors, il ne faut pas l'imaginer pour nous, pour l'avoir dans nos ordinateurs. C'est vraiment pour du cloud. Voilà, Microsoft, je pense qu'ils imaginent plutôt travailler ça avec Azure ou le vendre à des partenaires. Mais bon, je trouve l'idée assez sympa. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, donc ce film qui faisait à peu près 76 gigas, c'était Superman version 1978, a été stocké sur une lame de verre qui fait à peu près 7,5 cm de côté, sur 2 mm d'épaisseur. Donc ça fait quand même vachement plus petit qu'un CD ou qu'un DVD ou qu'un Blu-ray. Ça fait vraiment beaucoup penser à dans Babylon 5 ou dans Star Trek. Ils ont tous des sortes de cristaux sur lesquels ils ont leurs données dans leurs ordinateurs. Tu vois un peu ce que je veux dire? Voilà. Oui, mais même Superman. Futur, mais on y arrive doucement. Ouais. Tu prends Superman, même peut-être la version 78, je sais pas, je connais pas assez pour m'y repérer, mais tu as d'histoire quand il est chez lui, là, il y a des cristaux qu'il peut mettre pour lire des trucs. Voilà, bon, c'est pas les mêmes cristaux, là, mais on est très alien. Vraiment, dans Star Trek, ils ouvrent leur terminal de PC, on voit des circuits, puis au milieu, il y a des cristaux. Je trouve que c'est vraiment assez. D'accord. Assez particulier. Ok. Bon, allez, on continue cette fois-ci. Et pour vous parler de programmes Microsoft, alors qui arrivent sur Windows, mais pas forcément que sur Windows, c'est Edgeium, donc le nouveau navigateur de Microsoft, Edge basé sur Chromium, oui, qui sort. Alors, on a plusieurs versions qui sont sorties. On a la version définitive qui est quasiment sortie, c'est la version bêta en fait actuelle, qui devrait être la version qui va être proposée le 15 janvier, quand Edgeium sera proposé de manière définitive. Oui, en fait, le canal stable est ouvert de fait. Mais ils appellent ça, c'est une release preview pour l'instant. Il n'est pas officiellement ouvert. On va dire que pour l'instant, il est aligné avec la bêta. Mais c'est ce canal-là qui deviendra stable une fois que ce sera sorti en janvier. Et pour l'instant, ceux qui s'installent, ils considèrent ça comme une release preview. Oui. Donc, enfin, quand je vois comme ce navigateur qui sont en version Canary ou en version dev est stable et fonctionne bien, je me dis que si j'ai eu 2 plantages depuis le début. Oui, voilà, mais bon, je veux dire, comparé à Edge classique WP qui me plantait environ. Si j'essaie de passer une journée avec, on va dire qu'il plantait dans la journée 30, 40 fois, peut-être. Ah ouais, d'accord. Mais ouais, non, moi j'avais très peu de problèmes avec Edge, j'en ai encore moins avec Edgeium. Voilà. Oui, moi je suis vraiment.
Ouais. Juste pour dire, moi je parle quand j'ouvrais genre 60 onglets. Au bout d'un moment, il commençait à mourir rapidement. C'est ça, oui. Tu as peut-être une utilisation qui était un petit peu Oui. trop poussée. Trop gourmande pour Edge, oui. Ouais. Bon, on vous rappelle que vous avez 3 canaux, justement, tu parlais des canaux, Florian. Le premier canal, c'est le canal Canary, donc c'est la version qui est mise à jour quasiment tous les jours. Vous avez normalement plus de risques d'instabilité, mais voilà, nous, on ne l'a pas spécialement constaté. Vous avez la version développeur qui est mise à jour chaque semaine, donc qui est normalement beaucoup plus stable que la version Canary, mais qui voit une petite semaine de décalage pour voir arriver les nouveautés. Et enfin, la version bêta qui a qu'une mise à jour toutes les 6 ou 8 semaines, je ne sais plus. Donc vraiment beaucoup plus lentement. Tu voulais rajouter quelque chose là-dessus sur ces 3 canaux, Ouais, Florian? pour info, par exemple, un des problèmes qu'on peut avoir avec Canary, c'est pas le fait que ce soit instable, c'est le fait qu'il peut y avoir un bug bloquant pour quelque chose. Par exemple, un exemple tout bête, c'est il y a un mois, il y a une mise à jour qui a cassé le CSS de YouTube. Donc, on ne pouvait plus utiliser YouTube pendant 2 jours. Tu vois? D'accord. Ça plante pas le navigateur, mais c'est des bugs comme ça auxquels il faut s'attendre avec Canary. De temps en temps, il y a un truc qui va pas marcher pendant quelques jours. Le temps que ce soit corrigé. Voilà, c'est pas méchant en général, mais bon, après, mais ça peut être bloquant, on va dire. Il faut pas utiliser ça comme navigateur unique. Mais bon, je pense que personne fait ça comme navigateur unique, sauf moi. Enfin, Voilà. c'est ça. Après, le truc qui est sympa, c'est que vous pouvez très bien avoir en même temps installé Edgeium en version développeur, en version Canary et en version bêta. Vous pouvez très bien avoir les 3 qui cohabitent. Et il n'y a Alors, pas de problème. par contre, Oui. installer la version release preview de Edge, ça remplace complètement de Edgeium, ça remplace quasiment complètement l'ancien Edge du système. L'icône de l'ancien Edge disparaît et lorsqu'on clique sur l'icône de l'ancien Edge dans le menu démarrer, ça ouvre le nouveau. Donc ça remplace les raccourcis de l'un par l'autre. D'accord, ok. Alors c'est vrai que c'est la seule version de la bêta que j'ai pas installée. Bon. Alors, en parlant de ça, donc vous avez la nouvelle icône dont tu as parlé, Florian. Donc, on avait l'icône de Edge qui était utilisée jusque-là avec juste un petit bandeau en travers qui était marqué Dev ou Can pour la version Canary ou Beta pour la version Beta. Et maintenant, on n'a plus du tout ça. On a un logo qui représente une sorte de vague arrondie qui ferait un petit peu penser à Firefox. Oui. Ouais, c'est ce qui est dit, mais moi, je n'arrive pas à dire je vois encore un E. Et je trouve même qu'il ressemble plus au E d'Internet Explorer dans la forme, pas dans le style. Mais dans la forme, je trouve qu'il est plus proche du E d'Internet Explorer que l'ancien Edge. Bah écoute, moi je trouve pas, mais après bon, pourquoi pas. Pas Et donc vous avez cette nouvelle version, voilà, qui est disponible. Bon, pour marquer aussi la rupture, j'imagine, Florian, entre Internet Explorer et Edge qui n'ont pas fonctionné, et puis maintenant la nouvelle version basée sur Chromium. C'est ça, oui. Alors, en préparant l'épisode de ce soir, moi je me suis aussi penché sur les articles qu'a pu écrire Cassim ou ses collègues aussi sur Frandroid, et j'ai lu certains commentaires, et franchement, j'étais fortement agacé par ce que j'ai pu lire, avec des gens qui disaient que c'était de la merde, des gens qui utilisaient Chrome, qui disaient que Edgeium était de la merde, et ça me dérange beaucoup, surtout de dire que... j'aimerais qu'on explique un petit peu, Florian, si tu peux expliquer qu'est-ce que ça implique que Microsoft s'engage dans le développement de Chromium, parce que finalement, c'est pas anodin et c'est pas limité aux utilisateurs de Edgeium. En fait, il y a du bon et du mauvais dans ce choix. Enfin, c'est comme toujours, c'est jamais binaire. À l'origine, le web, ça devrait être indépendant du moteur de rendu du navigateur. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des standards du web, tout le monde devrait les respecter, et quel que soit le moteur que ton navigateur utilise, tous les sites devraient fonctionner de la même façon. Bien sûr. De fait, ça n'a jamais marché comme ça. Même à n'importe quelle époque, quand Netscape était dominant, les gens ils codaient pour Netscape. Quand Internet Explorer était dominant, les gens codaient pour IE. Quand Chrome est devenu dominant, les gens se sont mis à coder spécialement pour Chrome. Et ce qui fait que, par exemple, si Google se met aujourd'hui à ajouter des fonctionnalités non standards, eh bien, les gens ils vont essayer de les utiliser tout de suite avant qu'elles soient standardisées, et ça ne fonctionnera que sur Chrome, et ça ne fonctionnera pas sur les autres navigateurs. Bon, c'est ce qui est arrivé assez régulièrement dans les dernières années. Et même lorsque Microsoft a tenté de moderniser énormément le moteur de l'ancien Internet Explorer en le transformant, en le faisant le moteur actuel de Microsoft Edge, ils n'ont jamais réussi à vraiment avoir un truc qui fonctionne aussi bien que Chrome, puisque soit c'était pas compatible parce qu'il y avait des fonctionnalités non standards qui étaient utilisées sur les sites, soit lorsque le site reconnaissait le moteur de Edge, qui est en fait une évolution du moteur d'Internet Explorer, il pensait que c'était un moteur non compatible et donc il lui envoyait une version pourrie. Ça arrivait assez régulièrement, ça aussi.
Donc Microsoft n'arrêtait pas d'ajouter des correctifs pour essayer de se faire pour que Edge se fasse passer pour Chrome et pour qu'on lui envoie la bonne version des sites. Alors bon, c'était déjà une situation qui n'était pas très bien. Oui, pas très saine non plus. Pas très saine, on va dire. Et au-delà de ça, le fait qu'ils avaient également complètement intégré Edge dans Windows comme Internet Explorer l'était avant. Et c'était également un problème parce qu'ils ne pouvaient pas le mettre à jour de façon indépendante de Windows, c'est-à-dire que pour avoir une nouvelle version de Microsoft Edge et de son moteur, on devait avoir une nouvelle mise à jour de Windows tous les 6 mois. Donc ça ne permettait pas de faire des évolutions rapides. Et en plus, le navigateur utilisant UWP, et UWP étant quand même encore un peu moins stable et moins je vais dire rodé que Win32, on avait souvent, comme moi je disais, dès que j'arrivais à plus de 30 onglets, UWP finissait par cracher, puis pouf, toutes mes fenêtres fermées d'un coup. C'était assez embêtant pour toi. Assez embêtant. Ouais. Et donc, en ajoutant tous ces problèmes, ça fait qu'au final, Edge a très rapidement eu une très mauvaise réputation. Surtout qu'en plus, il l'avait sorti au début avec des fonctionnalités manquantes de tous les côtés. C'est-à-dire qu'au début, ils ne pouvaient même pas synchroniser les favoris ou je ne sais même plus quoi. Et donc, ils ont sorti ça. Trop tôt. Ils ont rajouté ça dans les quelques mois après, mais c'était trop tard déjà. Enfin, le navigateur s'est pris une mauvaise pub dès le premier jour. Et entre ça et les problèmes, eh bien, Microsoft avait perdu d'avance la partie avec Microsoft Edge. Oui. Alors, en passant sur Chromium, ils s'affranchissent du problème du moteur de rendu, qui maintenant va être le même que sur Chrome, donc il n'y aura pas de problème. Après, beaucoup disent que ça fait quand même du mal au standard du web, parce que ça fait que de fait, maintenant, les standards du web, ça devient basiquement les standards de Chrome et de Chromium. Il ne reste plus qu'un peu de Firefox qui reste un peu de son côté. Le seul défenseur de la liberté sur Internet, on va dire. Bon, même s'ils ne sont pas tout roses non plus, faut dire. Mais bon, non. C'est notre histoire. Mais voilà, donc évidemment, c'est pas très bien de ce côté-là, mais d'un autre côté, maintenant, on va dire que Chromium devient un peu la base du web et tout le monde développe pour Chromium, ce qui fait qu'on va être en théorie beaucoup plus compatibles les uns avec les autres. Je dis en théorie parce qu'il est toujours possible pour quelqu'un de détecter à la main un navigateur ou un autre et d'envoyer volontairement une mauvaise version pour un site s'ils ont envie. Ça, après, la mauvaise volonté, on ne pourra jamais rien y faire. Donc, passer à Chromium, ça a beaucoup d'avantages pour Microsoft. Comme je l'ai dit, donc maintenant on utilise le même moteur que Chrome avec le code que Chrome, donc la compatibilité sera normalement quasi identique. Au niveau des mises à jour, Microsoft participe directement à Chromium avec Google, c'est-à-dire que Microsoft peut proposer des améliorations pour Chromium et donc qui vont être ajoutées ensuite s'il y a un accord qui est trouvé, ajouté par Google dans le tronc commun qui redescendra sur tous les navigateurs. Ce qui fait qu'au passage, donc si Microsoft ajoute une amélioration, par exemple, pour le fonctionnement de la batterie, beaucoup de monde dit que Chrome est assez gourmand en batterie. Il est très si Microsoft trouve un moyen d'améliorer Chromium sur Windows, eh ben ça permettra également de rendre Chrome plus compatible avec Windows en même temps que Edge. On va dire que ça amènera du bien à tout le monde. On va dire ça. Ouais. Ça c'est un point. Également, donc, Microsoft peut faire ses propres modifications. En dehors du tronc commun Chromium, ils peuvent faire leur propre modification. C'est des choses un peu plus mineures, mais par exemple sur l'interface, ils peuvent rendre l'interface de l'utilisateur plus proche de ce qu'ils ont envie de faire, plus proche de Windows, et parfois même avec des fonctionnalités que Google a retirées ou ne veut pas ajouter à son navigateur. Et par ça, il y a eu l'occasion de le vérifier, ça. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais Google avait enlevé quelques petits trucs par-ci. Par exemple, l'option de mute, je trouve plus en français mute. Étouffer, éteindre, rendre muet. Couper le son d'un onglet, par exemple un onglet YouTube. Ça, c'était possible sur Chrome avant, et Chrome a dit que, Google a dit que c'était un peu, il trouvait que la fonctionnalité était un petit peu compliquée et confuse, donc ils l'ont supprimé. Microsoft ont dit qu'ils voulaient la conserver, donc ils l'ont rajouté à leur code de Chrome, donc ça, leur code de Edge. Donc ça permet de retrouver de nouvelles fonctionnalités. Et donc tout ça, je trouve que ça amène une sorte de compétition à l'intérieur de Chromium, parce que pour l'instant, il y avait d'autres choses. Il y avait Vivaldi, il y avait... il y en a un autre. Brave, je crois. Bref, mais on va dire que c'était des petits joueurs. Il y avait personne qui était là, et personne ne pouvait faire face à Google. Google décidait, les autres, ils suivaient en fait un peu. Ils pouvaient retarder un petit peu, mais bon, ils ne pouvaient pas avoir une grande influence sur l'évolution de Chromium. Microsoft, en étant là, eux, ils peuvent avoir une influence. Et je trouve que c'est mieux qu'il y ait quand même deux grands groupes qui décident qu'un seul. Parce que ça permet de tempérer un peu l'un et l'autre. Oui, donc, bien sûr. Ça peut rendre les fonctions. Et évidemment, par exemple, si Google supprime une fonctionnalité populaire,
imaginons par exemple que quand on faisait un clic droit sur un onglet, on pouvait fermer les autres onglets, et après on ne pouvait plus. Microsoft décide de le conserver. Il y a plein de monde qui râle sur les forums, sur les Reddit de Chrome et n'importe quel autre forum ou n'importe quoi. Et Microsoft dit, nous on l'a encore rajouté. Google se dit, c'est peut-être un mauvais plan, il décide de le rajouter. Mais bon, après, ça c'est un exemple, mais je veux dire, peut-être que le fait qu'il y ait une alternative les oblige un petit peu à repenser leur décision un peu plus que s'il n'y en avait pas une. Parce qu'ils ont décidé de le rajouter, ils l'ont remis sur Chrome. Oui, d'accord. Oui, mais je n'utilise pas Chrome, donc je m'en fous. Moi, j'utilise Chromium. Enfin, Edgeium, pardon. Okay. Donc voilà. Également, un autre avantage d'utiliser le moteur de Chrome, c'est d'être compatible avec les extensions. On voyait bien qu'au niveau des extensions, Microsoft Edge était un petit peu à la bourre. Il fallait que quelqu'un développe sa propre extension pour Edge. Alors, ils avaient essayé de faire un module de compatibilité Chrome. On pouvait convertir une extension Chrome en extension Edge, mais bon, il fallait quand même un minimum de boulot, et si le développeur ne le faisait pas, il n'y en avait pas en extension. Et comme également elle passait forcément par le Microsoft Store, beaucoup de monde n'avait pas envie, parce que comme Christophe nous dit souvent, la team du Microsoft Store, c'est pas toujours des flèches. Malheureusement. Ils peuvent être un peu cons des fois, malheureusement. Donc maintenant, on utilise le même système d'extension que Chrome. Microsoft a son petit store d'extensions, où on peut récupérer des extensions officielles du navigateur, mais on peut également activer la récupération d'extensions depuis d'autres stores, et dans ce cas-là, on peut installer des extensions directement depuis le store de Google. Et donc, ça nous permet d'installer toutes les extensions qui sont compatibles pour Chrome, enfin, toutes, presque, quasiment toutes. Il y a quelques-unes qui ne fonctionnent pas ici ou là, mais bon, j'ai lu qu'il y en avait quelques-unes qui ne fonctionnaient pas ici ou là. Moi, je n'ai pas encore trouvé une qui ne fonctionnait pas. Toutes celles que j'ai testées ont fonctionné, mais j'ai jamais eu besoin de chercher autre chose depuis, donc c'est pas un problème. Mais bon, ça veut bien dire quand même que je pense que l'énorme majorité des extensions fonctionnera. D'accord. Ok. Ça, c'est encore un autre avantage. Et un dernier petit avantage auquel on peut penser, c'est que Microsoft possède depuis le rachat de GitHub Electron. Alors, Electron, tu te souviens ce que c'est? Non, j'aurais besoin que tu me le rappelles rapidement, s'il te plaît. Donc, Electron, ça permet de faire des sortes de web apps qui fonctionnent sur PC via Chromium. Donc, par exemple, le Slack, c'est une app Electron. Le Skype Bureau actuel, c'est une app Electron. J'en avais une autre que j'ai oubliée à l'instant. J'en pensais une autre. Teams, c'est une app en Electron, par exemple. D'accord. Bon, en général, c'est un des soucis, c'est qu'elles gèrent un petit peu leur propre mini-navigateur à l'intérieur d'Electron, et donc c'est assez lourd par rapport aux apps classiques. Moi, je vois bien Teams, j'ai aucun souci sur mon PC fixe de le laisser tourner en permanence. Sur ma Surface, en général, je le coupe quand on a fini d'enregistrer un épisode, parce que ça reste un peu lourd. Oui, tu m'étonnes. Voilà. Et donc, Microsoft, en s'intégrant, donc en créant son propre navigateur basé sur Chromium, pourrait peut-être améliorer Electron et peut-être en faire une sorte de... on peut imaginer qu'à terme, lorsque le nouveau Edge remplacera entièrement l'ancien Edge et fournira également tout ce qui est affichage de pages web pour Windows, parce que pour l'instant, c'est encore l'ancien Edge qui utilise ça. Le Edge n'est pas encore complètement finalisé, n'est pas encore complètement intégré. On peut imaginer que peut-être qu'il y aura un petit sous-système Electron qui pourrait s'intégrer directement sur Windows, qui pourrait faire tourner les apps Electron directement. On peut imaginer quelque chose comme ça. Donc, qui permettrait d'être mieux intégré, de consommer moins de RAM, de tourner mieux, d'être plus natif, tu vois. Donc, il y a peut-être une possibilité, des petites synergies qui pourront se créer au fil des mois. Surtout que maintenant, comme je disais, Electron appartenait à GitHub qui a été acheté par Microsoft, donc tout ça appartient à Microsoft, c'est possible. Donc ça permettrait un peu de... Ils ont essayé pendant très longtemps de faire de Windows un peu un concurrent web. Maintenant, peut-être que l'idée sera d'intégrer encore mieux les applications web dans Windows. On voit bien qu'ils vont déjà vers là, avec le petit bouton installé comme une application qu'on a sur le nouveau Edge. Oui, bien sûr. Donc, imaginons, on pourrait peut-être étendre ça aux apps Electron à terme, donc ça permettrait encore de me donner un avantage au Edge. Donc bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, on verra bien comment ça évoluera au fil des prochaines années, et je pense qu'on a déjà fait beaucoup de plus de temps que tu avais pensé sur ce sujet. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, je te remercie. Tu as donné plein d'avantages à l'utilisation d'Edgeium, contrairement à ce que certaines personnes peuvent le penser. Allez, on va continuer rapidement avec plus des informations juste à vous donner. Justement, toujours en parlant d'Edgeium, la version pour ARM est sortie. Donc, alors, c'est pas une version vraiment stabilisée, c'est pas une version release preview, c'est en canary.
Seulement en Canary, oui, voilà, seulement en Canary. Bon, si c'est aussi stable que les Canaries qu'on peut connaître pour Edgeium actuellement, ça va, vous pouvez l'utiliser. Et ça se destine principalement aux gens qui achètent la Surface Pro X qui tourne avec un Windows ARM. Donc pour l'instant, c'est surtout à eux que ça s'adresse. Je dis pas de bêtises, et puis aux gens qui ont un 950 sur Windows ARM aussi de temps en temps. Bon, j'ai essayé de l'installer, j'ai un écran noir à la fin, alors je comprends pas pourquoi, mais il faudra que je verrai ça. D'accord. Ok. Allez, on continue. Alors cette fois-ci, toujours pour parler d'applications en 64 bits. Enfin, pour ARM, vous avez peut-être entendu parler de Windows ARM qui pouvait émuler les applications de 32 bits pour les faire tourner sur la Surface Pro X. Mais cette Surface Pro X a des réactions qui sont un petit peu lentes, un petit peu poussives. Et en plus, elle était bloquée. Elle ne pouvait pas installer les logiciels qui étaient en 64 bits. Enfin, en 64 bits, x86, on parle bien. Oui, pardon, 64 bits x86. Eh bien là, Microsoft travaille pour proposer d'ici 2021 la possibilité que Windows ARM fasse tourner les applications 64 bits x86, Florian. Ouais. Bon, je pense qu'il y a encore pas mal à patienter. Je suis pas sûr que ce soit bien calé avec le rythme de sortie de la Surface Pro X. Mais aussi, je trouve que c'est un peu l'idée de base. C'était pour de garder l'application. En fait, c'était assez facile, et encore, c'était pas si simple que ça, mais c'était un peu moins difficile d'émuler les applications 32 bits parce qu'il y avait déjà un peu des sous-systèmes existants qui permettaient de faire ça sur Windows. Et l'idée, c'était pour les vieilles applications qui n'étaient pas disponibles, qui n'étaient pas modernes, d'utiliser cette émulation. Donc ces vieilles applications avaient en général au moins une version 32 bits, donc il n'y avait pas de problème. Et l'idée était pour les applications récentes, on pourrait compiler directement vers toutes les architectures et également en ARM64, et on n'aurait pas besoin justement d'émulation de x86-64. Et je trouve qu'en faisant ça, et parce que ça, c'est pas un travail simple, parce que le système actuel, il n'est pas capable du tout d'émuler du 64 bits. Ils sont obligés de développer carrément un nouveau système d'émulation pour le 64. Et c'est pour ça que ça va prendre assez longtemps. Et le fait qu'ils font ça, j'ai l'impression que c'est qu'ils savent que d'ici 2 ans, il n'y aura toujours pas assez d'applications natives compilées en ARM64. Et je trouve que c'est un petit peu embêtant pour un OS qui commence à pousser vraiment sur les appareils. Ils nous sortent des Surface Pro X, ils disent aux autres OEM de créer des Windows ARM. Et d'un autre côté, ils nous disent que dans 2 ans, ils nous feront un module de compatibilité pour les applications x86, 64. Moi, j'ai envie de dire, dans 2 ans, ça veut dire qu'il y aura toujours pas de grosses applications qui seront compatibles. C'est embêtant. Clairement. Et moi, c'est vrai que je me serais plutôt dit qu'il faudrait que Microsoft pousse les développeurs à sortir leurs applications en version ARM. Parce qu'en plus, bon, après, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire tourner les applications Android? Parce que Android, généralement, quand même, c'est des processeurs ARM qu'on a. Bon, je pousse peut-être un peu loin, mais... C'est possible, parce que techniquement, le Windows Subsystems pour Linux qu'on a actuellement, il a été créé à l'origine pour faire tourner les applications Android sur Lumia. C'est comme ça qu'il a été créé. Et ensuite, quand ils ont abandonné le projet, ils se sont dit, tiens, pour faire tourner les applications Android, on a créé un système Linux pour Windows, autant le balancer dans Windows. C'est comme ça qu'il a été développé en fait à l'origine. Donc techniquement, c'est pas complètement impossible. Mais après, une application Android, ça reste une application principalement de téléphone. Et il n'y a plus de Windows téléphone. Est-ce que c'est vraiment utile sur un Windows PC? Je sais pas, en attendant, voilà, si la version existe, bon, je sais pas. Mais moi, ça me questionne le fait qu'il y ait tant de temps d'attente pour la sortie des applications 64 bits en x86. Enfin bon. Allez. Allez, on va continuer cette fois-ci. Et là, c'est toi, Florian, qui nous en parle, qui a rajouté cette information. C'est Cortana au clavier. Après, c'est surtout l'insider, mais je trouve ça assez intéressant. Microsoft est en train de développer un nouveau Cortana, on en a déjà parlé, qui est séparé de Windows maintenant et séparé de la recherche. Donc c'est une application qui se sont pas séparés de Cortana, tout simplement. Pardon? Ils se sont pas séparés de Cortana, tout simplement. Pas encore. Et donc, ce nouveau Cortana, lorsqu'on l'ouvre, il nous conseille, moi par exemple, j'ai 2 comptes sur mon Windows, j'ai mon compte perso et le compte de notre association, donc le compte pro. Et il me dit, il faudrait mieux que tu utilises Cortana avec le compte pro. Et donc là, déjà, ça montre qu'ils orientent de plus en plus Cortana vers les pros et plus vers les particuliers. Mais bon, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, on s'y attendait, Cortana c'est plus vraiment pour le grand public, maintenant surtout qu'ils autorisent même d'autres assistants comme Alexa à devenir l'assistant principal de Windows. Par contre, un petit truc assez intéressant, je trouve pour moi, parce que moi je disais que j'utilisais beaucoup Cortana, mais toujours au clavier, je parlais jamais à Cortana, je lui envoyais toujours des messages au clavier, c'est que maintenant dans les options, il y a comment on veut parler à Cortana, et il y a à la voix au clavier. D'accord.
Et je trouve que pour moi, c'est une super chose. C'est une super chose parce que moi, je parlais, par exemple, ce qui m'embêtait, c'est que quand je cliquais sur le bouton Cortana, par défaut, il ouvrait la voix et je devais cliquer dans la boîte de dialogue pour qu'il s'arrête et que je puisse lui parler au clavier. D'accord. Tu vois? Et maintenant, Ouais. par défaut, il n'utilise jamais la voix. Il faut vraiment que tu cliques sur le mode voix pour qu'il arrive. Et pour moi qui utilise Cortana vraiment toujours au clavier, je trouve ça bien mieux. Après, bon, je suis pas sûr que c'était la majorité des gens faisaient comme ça, mais bon, c'est une petite amélioration qui montre un peu. Peut-être aussi que dans le monde pro, les gens vont moins parler à leur PC, ils vont peut-être utiliser plus en texte. Je sais pas si tu as Si tu travailles dans dans un je vais dire, bureau. oui, enfin un open space, si tout le monde commence à parler à Cortana, ça va être vite le souk. Déjà, maintenant, quand tu as quelqu'un qui dit OK Google, tu as une chance sur deux pour que ton téléphone aussi se mette Oui, en oui. mode écoute. Voilà. Allez. Bon, ben on laisse Cortana au clavier, et puis on va passer cette fois-ci à la partie jeux vidéo. Mm. Alors, je vous en parlais tout à l'heure. Hier, le 14 novembre, a eu lieu à Londres la conférence X019. Enfin, ça, c'était le hashtag qui était à suivre sur les réseaux. Et Microsoft a annoncé plusieurs choses. Alors, uniquement du jeu. On n'a pas eu de hardware du tout qui a été présenté. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors, d'abord, on a xCloud qui a été officiellement annoncé pour 2020 ou réannoncé. Donc, xCloud, c'est le service, le Netflix du jeu vidéo proposé par Microsoft. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que ça ne sera pas disponible à sa sortie en France. Ça, c'est un petit peu dommage, mais ça sera disponible États-Unis, Canada, Royaume-Uni, certains pays d'Europe, pas chez nous, je disais, l'Inde, le Japon, donc ça fait quand même déjà pas mal de pays. Et dès la sortie, il y aura 50 jeux, 50 hits qui seront disponibles. Alors, si je dis ça, c'est que Stadia de Google va sortir dans une semaine environ. Il n'y a que 12 jeux, il y a pas mal de limitations. Et vraiment, Microsoft, avec son xCloud, a mis la barre très très haute comparé à Google qui reste encore très en deçà. Et je pense qu'il y a pas mal de gens, j'ai vu pas mal de tweets passer où des gens qui pensaient acheter du matériel pour Stadia, finalement font un rétropédalage et vont partir sur le xCloud. Voilà, bref. Donc, dans les jeux qui vont sortir tout de suite, vous aurez Gear 5, Halo 5 Guardians, Killer Instinct, Sea of Thieves, Devil May Cry 5, Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 4, Ori and the Blind Forest et plein d'autres, je vous ai dit 50 jeux. Donc déjà, ces jeux-là, c'est des jeux qui sont pas mal. Il faut savoir que tous les jeux que vous aurez achetés sur le Xbox Store, s'ils sont disponibles sur xCloud, eh bien, automatiquement, ils seront liés à votre compte. Donc, vous pourrez les jouer en streaming sur votre Android ou sur votre PC sans aucun problème. Et en plus, si vous avez le Game Pass, eh bien, vous aurez accès au catalogue du xCloud. Donc, ça aussi, c'est super pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a que le xCloud, pour l'instant, vous allez pouvoir y jouer sur votre Android ou sur votre ordinateur. Et Microsoft travaille à le rendre disponible également dans le monde iOS, donc que ce soit sur les smartphones ou sur les tablettes. Donc vraiment, ça sera accessible sur beaucoup de devices. Et truc que j'ai trouvé assez sympa, c'est que bien sûr, vous allez pouvoir utiliser vos manettes Microsoft pour jouer au jeu xCloud, mais Microsoft ne s'est pas fermé. Si vous avez des manettes de PlayStation 4, eh bien, ça marchera aussi. Et alors, des manettes, j'ai noté Razer aussi, alors que je ne connais pas, mais voilà, ça aussi, ça marchera. Donc je trouve que Microsoft c'est quand même un bel effort au niveau du catalogue qui est proposé et puis de la manière dont on peut y jouer. Et je sais pas ce que toi t'en penses Florian, mais moi je dis que je suis pas assez joueur, mais ça pourrait intéresser beaucoup de monde tout ça. Oui, moi c'est pareil, c'est pas pour moi non plus, mais oui, au moins ils sont ouverts, ils sont bien. Et je crois qu'un des problèmes du truc de Google à côté, c'est qu'eux, c'est disponible pour l'instant que sur des pixels, non? Il n'y a pas mal Alors de oui, c'est limitations très aussi? limité, c'est pas ouvert comme. Ouais, je crois. Ouais, ouais, ouais. Bon. Alors voilà, Cassim a fait un bel article où il compare justement les différents services pour savoir quel est vraiment le Netflix du jeu vidéo. Et pour l'instant, seul le xCloud correspond à ce que fait Netflix, donc avec des sorties du fabricant, enfin des sorties Microsoft qui vont arriver dès le premier jour. C'est pas comme par exemple sur le PlayStation Network où il faut que les jeux Sony aient déjà plusieurs mois d'ancienneté pour arriver sur le PlayStation Network. Voilà. Bon, donc on a parlé du xCloud beaucoup à Londres hier, mais on a aussi parlé de jeux vidéo. Alors, de ce que j'ai pu voir, je crois que Microsoft arrête le rachat des studios. Ils ont déjà racheté beaucoup de studios de jeux vidéo. Donc, je pense que maintenant, ils vont les mettre au boulot et ils ont de quoi faire. Ils ont pas mal de gros jeux qui arrivent. Et notamment, alors, moi, c'est celui que j'attends. Je pense que celui-là, je vais l'avoir en Day One, mais surtout avec le Game Pass. Tu vois lequel c'est Age Oui, of Empires 4. Je oui. pense que celui-là, Ou 2 plus je 2. vais l'essayer tout de suite. Pardon? 2 plus 2. Pourquoi 2 plus 2?
parce que c'est un peu le 2, le retour quand même. D'accord, mais je sais pas, j'ai juste vu la petite bande-annonce, je me suis dit, bon, allez, attendons. Non, mais c'est juste, tu sais, moi je pense, le premier c'était Rome et tout ça, le deuxième c'était le Moyen-Âge, et après ils ont dit, bon, on va faire un peu mythologie, voilà, ça marche pas trop bien, les gens continuent de préférer le 2, on va essayer de faire le 3 où il se passe pendant la colonisation des Amériques, voilà, ça marche pas trop bien. Puis là, c'est un peu, bon, allez, on refait le 2 en HD et puis on va essayer le 4. Voilà. Alors, sur le Game Pass, si vous avez le Game Pass, il y a le Age of Empires 2 Definitive Edition, donc avec des graphismes HD, qui est accessible. Je veux dire en HD, en 3D, moderne, je voulais dire le 2. Oui, non, mais j'ai bien compris, mais je rebondissais sur ce que tu disais. Après, je pense qu'au niveau de la manière de jouer, il y a peut-être des nouveautés qui vont arriver. Je sais, mais je veux dire, ils reviennent vraiment sur celui qui était le plus populaire de la série. Ils reviennent sur le Age of Empires 2. Le côté, le Moyen-Âge. Dans le début des années 2000, sur Goa, il y avait des centaines de personnes qui jouaient tous les jours sur les serveurs, étaient toujours pleins. Oui, je confirme. Tu te souviens de Goa? Oui. Voilà, donc on a ça qui a été annoncé, on a Age of Wonders, il faut savoir qu'il y a les Final Fantasy, je crois que c'est du 7 au 14 qui vont arriver sur Xbox et dans le Game Pass, donc ça aussi c'est pas mal. Et vraiment, il y a eu pas mal de choses sympas qui ont été annoncées. Il y a la vidéo, je vais essayer de vous retrouver le lien, il y a les 2 heures de conférence de Microsoft qui sont toujours visionnables, donc ça peut être sympa aussi d'y revenir. Et voilà, donc moi je dis quand même une chose, c'est Age of Empires 4. Je l'attends avec impatience. J'espère qu'avec Age of Empires 4, lorsqu'on va créer une partie en réseau, on ne devra pas passer en IPX parce que TCP/IP il bug. ça me rappelle des souvenirs, ça. Ah là là. Mais c'est même à l'époque, tu cherchais ton câble quand tu jouais avec des copains, il fallait prendre le bon câble parce qu'entre le croisé et le droit, c'était pas bon. Alors ça, vous connaissez pas si vous êtes jeune. Mais je me souviens, on était là, on essayait de créer des parties, puis à chaque fois, on galérait à trouver la partie des autres sur le même réseau. Mais ça marche pas. Essaye en IPX. Ah oui, ça marche, oui. Et puis il fallait installer un composant de Windows qui n'était pas forcément installé par défaut. Voilà, ok. Si moi je pensais à une dernière petite chose, Florian, avant de se quitter, on en parlait tout à l'heure. Il y a un mode SMS qui est un petit peu plus moderne et qui existe sur les Android. Alors c'est pas forcément directement lié à Windows. C'est pas lié. Oui. Bon, allez, je te laisse expliquer en détail. Très longtemps, les SMS, c'est quand même une technologie assez ancienne, un peu comme les emails, qui est un petit peu en retard de nos jours. Je veux dire, ça permet d'envoyer, ça envoie des messages vraiment de façon simple. Ça passe pas par le web. Lorsqu'on ajoute une photo, ça devient un MMS, mais ça envoie une photo de très basse qualité et ça permet pas de faire grand chose de plus. Ça fait très longtemps qu'on essaie de le remplacer. Alors par exemple sur Windows Phone, Microsoft va essayer de faire le home message ou les SMS, les messages passés par Facebook ou par Messenger, Skype lorsque le contact était sur l'un de ces réseaux. Évidemment, ça n'a jamais très bien fonctionné au final, malheureusement, et ça a été abandonné assez rapidement. Donc, pour la communication de base, on revenait toujours au SMS. Chez Google, ils ont eu un peu le même problème que chez Microsoft. Ils ont essayé de créer leur propre système qui se fonctionnait au-dessus du SMS. Par exemple, il y a eu Hangout, Halo et plein d'autres. J'ai oublié Google Messaging, il y a eu 15 000 aussi dans tentatives. Ils n'ont pas été mieux que Microsoft. De ce côté-là, ils ont tous tenté, ils ont tous foiré un peu à chaque fois. Et au final, mais alors juste, je te coupe une seconde. Pardon ? Attends, je te coupe une seconde, mais c'est que le SMS et le MMS, c'est le truc généralement, marche. C'est pour ça que pas de bug, ça marche. Tu sais que ça marche. Et donc, forcément, c'est la solution qui est pérenne. Et donc, un nouveau format avait été inventé il y a une dizaine d'années pour remplacer le SMS par des RCS, donc Rich Communication Service. Donc, c'était un SMS amélioré. Ce serait le nouveau SMS. Donc, cette fois, ça passerait par Internet. On pourrait attacher de l'audio, des vidéos, on pourrait tout envoyer. Ce serait vraiment une version moderne du SMS. Ça a été standardisé il y a 10 ans, donc. Et le problème, c'est que, ceux qui ont standardisé ça se sont dit, les opérateurs, ils vont se lancer, ils vont lancer ça, on va voir ça rapidement, ça va remplacer le SMS, et puis il n'y a jamais vraiment rien eu qui a été fait, malheureusement, parce que les opérateurs, ils ont été très lents. Il y a eu quelques opérateurs qui l'ont fait. Alors, il fallait également un téléphone compatible. Il y avait 2 OS qui étaient compatibles avec ça. Il y avait Windows Phone et Android. Alors, Apple faisait son propre iMessage complètement séparé qui n'a rien à voir, donc ça ne fonctionnait pas avec Apple. Et donc sur Windows Phone, certains opérateurs le permettaient. Alors Microsoft remplaçait dans ce cas-là l'application Message par un Message Plus qui permettait d'envoyer des RCS. C'était ça. Oui, tu t'en souviens? D'accord. Oui. Ça y est, je comprends maintenant. Voilà. Trop tard. Et donc, ça permettait donc d'avoir ces SMS améliorés où on pouvait voir quand est-ce que la personne écrit. Lorsque la personne est en train d'écrire, ce machin il s'écrit, un tel est en train d'écrire, comme ça c'est une communication un peu comme un chat en temps réel.
Mais malheureusement, les opérateurs, parfois, ils ajoutaient ça, puis comme ils voyaient que ça leur coûtait peut-être de l'argent et qu'il n'y avait pas grand monde qui s'en servait, bah, ils l'abandonnaient au bout d'un an ou deux. D'autres opérateurs décidaient de ne pas utiliser les applications standards, les applications de messagerie standard du téléphone, et à la place de créer leur propre application. Enfin, Orange l'a fait. Ils ont décidé de lancer le RCS, mais ils ont créé une application qui s'appelait Join, je crois. C'est J-O-N. Ouais, ça me dit un truc, ça. Voilà, ils ont lancé leur propre application. Évidemment, personne n'a voulu installer leur application juste pour ça, donc personne l'utilisait. Puis au bout de 2 ans, on se dit, bah, personne n'en veut, on annule, on déploie pas le RCS. Et donc, Google a décidé d'un peu forcer la main de tout le monde en ajoutant le RCS nativement à l'application message de Android. Alors, ils ont commencé par faire ça cet été pour la France et le Royaume-Uni. C'est-à-dire que tous les agents qui étaient en France et au Royaume-Uni qui avaient un Android assez récent, lorsqu'ils allaient dans l'application message, je leur dis, est-ce que vous voulez activer les fonctionnalités de chat? Ça, c'est le RCS. Donc évidemment, c'est au choix, oui ou non. Et je me dis que beaucoup de monde peut-être va écrire non parce qu'ils vont pas comprendre ce que c'est, ils vont avoir peur. Mais bien sûr, mais moi le premier. Voilà. C'est quoi ça ou non, j'en veux pas. Donc si on dit oui, à ce moment-là, le RCS s'active et comme notre opérateur ne le supporte pas officiellement, eh bien, ça passe par les serveurs de Google. Et donc, d'accord. Et donc de ce côté-là, c'est un peu Google qui gère nos RCS à la place de l'opérateur. Et le système tel qu'il est conçu, il y a un système de profil universel, c'est-à-dire que le jour où l'opérateur se décide de officiellement le supporter, ben ça y est, le système passera automatiquement des serveurs de Google aux serveurs de l'opérateur. Et ça fonctionne de la même façon. Donc Google force la main aux opérateurs en fait. Si vous ne les activez pas, ben on le fait à votre place au final. Et ils ont fait la même chose, ils l'ont activé cette semaine aux États-Unis également. Pour savoir si on passe, une fois que c'est activé, si on passe par Google ou par l'opérateur, il suffit d'aller dans paramètres de l'application messagerie, fonctionnalités de chat, et voir tout en bas, c'est écrit les fonctionnalités RCS ou de chat vous sont délivrées par. Pour ça, c'est pareil, il y a marqué en savoir plus, et là ça te charge une page. Non, c'est écrit. Ben moi, c'est pas écrit. Alors, seconde. Messagerie, paramètres, chat. En bas, c'est écrit par Jib Mobile. Ouais. Non, mais je ne l'ai pas, moi. Pas dans les fonctionnalités de chat? Oui, les fonctionnalités de chat vous sont, moi je l'ai en anglais, un chat feature from Google provided by Jib Mobile. Ouais, mais tu vois, moi j'ai rien. Bizarre. Bref, tout en bas de la page chat feature, mais bon c'est pas grave. Rien. Mais c'est pas grave, mais ça marche. Bref, ça marche. C'est écrit normalement, moi c'est écrit que c'est par Google, donc parce que mon opérateur Orange ne supporte pas officiellement les chats features. Mais voilà. Donc voilà. Et ça c'est une bonne chose, je trouve, une fois qu'on l'a activé, nous on a fait pas mal de tests avec, ça marche plutôt pas mal. Hein. Oui. Et on peut même, dans les petits trucs sympas, on peut même utiliser l'application Yourphone, enfin votre téléphone qui fait la liaison entre votre Android et votre ordinateur. Alors quand vous faites un message à deux, ça marche bien. Ça marche bien. Et quand vous êtes à plusieurs, là, ça marche plus. Même tout seul, ça marche pas, ça envoie un SMS. C'est juste que tu vois pas la différence. Parce qu'il s'affiche dans le même soit de notification. Mais elle permet de recevoir les RCS, mais elle ne sait pas les envoyer. Il repasse en SMS lorsqu'il envoie. D'accord. Bon, enfin, c'est vrai que quand tu l'as activé sur ton téléphone, après, ça te change rien au niveau de la pratique. Non, mais c'est pour ça que ça marche pas en groupe. Parce qu'en groupe, c'est une vraie conversation de groupe en RCS. En SMS, il ne sait plus gérer. Donc, non, mais c'est normal. Voilà. Ceci explique cela. Bon, peut-être que Microsoft ajoutera une mise à jour un jour pour gérer ça un peu mieux. J'espère. Peut-être si ça devient de plus en plus populaire. Si les gens utilisent le RCS, peut-être que Microsoft l'ajoutera à Yourphone. Enfin, bon. Alors moi, je trouve ça. Moi, j'aime bien. Je trouve ça assez pratique. J'aime bien l'idée que qu'on fasse évoluer un peu ce vieux SMS. Par contre, le seul petit problème, c'est qu'évidemment, vu que pour l'instant, ça passe pas par l'opérateur, mais par Google, ça veut dire que ça utilise de la data. Ça, il faut y penser quand même. Oui. Les SMS, ça n'utilise pas de data. Les RCS, ça utilise de la data. Si ça passe pas par son opérateur, si ça passe par l'opérateur, si l'opérateur le supporte officiellement, il comptabilise pas ça dans la data. Mais si on passe par Google, ça sera compatibilisé par l'opérateur parce qu'on passe, c'est de la connexion Internet comme de une autre. Oui, bien sûr. Tu vois le petit. Ah oui, je vois tout à fait la. Donc il faut savoir ça. Donc bon, ça, faut pas l'activer sur le téléphone de votre grand-mère qui a 100 mégas de. Oui, ou même juste. Quoi si on envoie des textes, ça passerait. Hein, mais bon, c'est jamais. Si un jour elle envoie une vidéo d'un giga par erreur, je sais pas quoi. Évidemment. Ok.
Ok, merci beaucoup Florian pour cette astuce du RCS. Donc juste, tu peux nous redire comment on fait pour activer le RCS on va sur dans notre l'application téléphone Android Message. Alors par contre, dans ce cas-là, il faut avoir l'application Android Message. Je crois que les téléphones sur Xiaomi, ça, ils l'ont pas, peut-être pas par défaut, je ne sais plus. Non, mais tu peux la mettre. Tu peux la mettre. Ceux Moi, qui sont sur j'ai Samsung n'ont pas basculé. non plus par défaut, mais Samsung a annoncé qu'ils allaient suivre Google là-dessus et activer le RCS dans Samsung Message également. Donc ça devrait arriver de la même façon pour Samsung. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais en attendant, vous pouvez utiliser Android Message de la même façon. Donc on lance Android Message et là, soit ça nous propose, soit on va dans Paramètres et il nous propose d'activer les fonctionnalités de chat. Et lorsqu'on les active, moi, il a fallu que j'ajoute à la main mon numéro en bas dans les options, quel est mon numéro de téléphone pour que ça fonctionne. Bon, D'accord. sûrement parce qu'il y a une sorte d'annuaire. Il y a une sorte d'annuaire. Il faut bien que ça fasse le lien d'une façon ou d'une autre entre les différentes personnes. Personne faut utiliser le numéro d'une façon ou d'une autre. Et comme c'est pas l'opérateur, c'est peut-être un peu plus compliqué, je sais pas trop. Enfin bref, j'ai pas regardé les détails techniques. Ok. Ben, merci beaucoup Florian pour cette astuce. Bon, mais je crois que c'est le moment de se quitter. On a fait le tour de cette actualité, enfin de cette quinzaine, vu qu'on ne s'était pas retrouvé la semaine dernière. En attendant, ben, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci Florian de m'avoir accompagné ce soir. J'espère qu'on pourra vite tester tous les deux Age of Empires 4. Voilà, dès qu'il sortira. En attendant, ben, suivez-nous sur les réseaux, partagez l'épisode, n'hésitez pas à nous contacter par les différents moyens possibles. Et allez, mettez des pouces bleus si vous nous regardez sur YouTube. Ça fera plaisir à notre camarade Christophe. Allez, salut, à la semaine prochaine pour l'épisode 167. Salut Florian. Salut.